La lumière du matin filtrait à travers les stores du poste de police de Montmartre, projetant de longues ombres rectangulaires sur le bureau de Marguerite, Maggie, Doyle. Après 30 ans de service, elle avait appris à apprécier ces moments de calme. Ses doigts glissèrent sur les documents de sa retraite. Encore 3/4 de travail, et tout serait officiel. En ouvrant son casier, elle sortit délicatement une photo de son défunt mari, Michel, pompier. Son sourire continuait de réchauffer son cœur, même après toutes ces années. Presque fini, Michel, murmura-t-elle. Peut-être qu'enfin, elle pourrait aller à la mer, comme ils en avaient toujours rêvé. Le poste était en pleine effervescence matinale. Les téléphones sonnaient, les officiers échangeaient des plaisanteries autour d'un café, et les claviers des ordinateurs cliquetaient. Un jeune officier, Jenkins, passa en lui faisant un signe de tête avec un sourire. « Comptez les jours, sergent Doyle. » Maggie lui rendit son sourire. « J'essaie juste de tenir jusqu'à vendredi. » Elle ferma son casier, mais au moment où elle le fit, la radio à la réception crépita. Une autre journée, une autre série de petits problèmes à résoudre dans cette petite ville avant de raccrocher son insigne pour de bon. Une partie d'elle savait qu'elle allait manquer à cela, à ce sens du devoir, à cette communauté, à la sensation d'être utile. Mais 30 ans, c'était suffisant. Il était temps de se reposer. La porte d'entrée du poste s'ouvrit, laissant entrer un souffle d'air automnal. Au début, Maggie ne prêta pas attention, trop occupée à ranger son bureau, mais lorsque le silence tomba dans la pièce, elle leva les yeux. Sur le seuil se tenait une petite fille d'environ 7 ans. Ses cheveux blonds étaient en désordre, et ses vêtements étaient froissés, comme si elle avait dormi dedans. Mais ce qui frappa le plus Maggie, ce furent les yeux de l'enfant, grands ouverts, effrayés, mais en même temps déterminés. La fillette tenait son ventre d'une main, tandis que l'autre était agrippée au chambranle de la porte, ses phalanges blanches de tension. « Tu as besoin d'aide, petite, » cria Jenkins, mais le regard de l'enfant était déjà fixé sur Maggie. Dans ses yeux, il y avait quelque chose de reconnaissable, un espoir désespéré. Maggie se leva, bien que les autres officiers soient figés dans l'étonnement. 30 ans d'expérience lui disaient d'agir. « Bonjour, » dit-elle doucement, s'abaissant à la hauteur de l'enfant, malgré la douleur dans ses genoux. « Je suis le sergent Doyle. »« Tu es venu seul ?» La fillette hocha la tête, ne détachant pas son regard de son visage. « Ça fait mal, » murmura-t-elle, pressant sa main contre son flanc. « Maman a dit, trouve une policière avec des yeux gentils. » Un frisson parcourut le dos de Maggie. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ? » « Émilie. » Le mot sortit avec difficulté, comme si chaque lettre était un effort immense. « Émilie, où est ta maman maintenant ?» Les larmes montèrent aux yeux de l'enfant. « C'est un jour nuageux. » Elle essayait, mais il n'y avait plus de médicaments. « J'ai marché et marché pour te trouver. » Maggie n'eut pas le temps de poser sa prochaine question. Émilie vacilla et commença à tomber. Les réflexes aiguisés par des années de service réagirent instantanément. Maggie attrapa la fillette dans ses bras avant qu'elle ne touche le sol. « J'ai besoin d'aide » cria-t-elle, serrant le petit corps contre elle. « Appelez une ambulance. » Tout autour d'elle s'agita, mais Maggie ne voyait que le visage pâle de la petite qui avait miraculeusement réussi à atteindre cet endroit. Une douleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années lui serra la poitrine. C'était une affaire inhabituelle. Cette petite cherchait précisément elle. Les papiers de sa retraite restèrent oubliés. La petite main d'Émilie s'agrippa à l'uniforme de Maggie avec une force inattendue. « Ne pars pas, » murmura la fillette, fermant les yeux. « S'il te plaît, ne me laisse pas. » Le couloir de l'hôpital bourdonnait sous les lumières fluorescentes et les voix étouffées. Maggie était assise sur une chaise près de la porte avec un médecin. Sur la chaise à côté, sa veste était posée.
Les documents de sa retraite étaient toujours non signés, oubliés dans la précipitation lorsqu'elle avait conduit Émilie à l'hôpital de Montmartre. Le docteur Patel sortit de la chambre avec une expression soigneusement maîtrisée. « Sergent Doyle, puis-je vous parler un instant ?» Maggie se leva, sentant le poids de ses 63 ans dans ses articulations fatiguées. « Comment va-t-elle ? » « Émilie est dans un état stable, mais je suis préoccupée, » répondit le médecin, l'éloignant du poste des infirmières. La fillette est très épuisée et souffre d'une douleur chronique, apparemment causée par une hernie non traitée. Ce n'est pas une menace pour sa vie pour l'instant, mais cela lui cause de graves souffrances depuis longtemps. Le visage de Maggie se contracta. A-t-elle dit quelque chose sur sa mère ? Juste des bribes. Elle parle de jours nuageux et de bons jours. D'un point de vue médical, cela ressemble à la description d'une personne ayant des épisodes de maladie mentale. Le docteur Patel marqua une pause. Il n'y a pas de signe de violence physique, mais le fait que la fillette n'ait pas reçu les soins médicaux nécessaires soulève de sérieuses inquiétudes. Maggie hocha la tête, digérant ce qu'elle venait d'entendre. Les services sociaux ont été informés, oui, mais ils sont débordés, comme d'habitude. Le travailleur social ne pourra venir que demain. Juste à ce moment-là, le pageur du docteur Patel émit un bip. Je dois répondre. Au fait, Émilie vous demande. Maggie entra dans la chambre et vit la fillette, qui semblait minuscule dans ce grand lit d'hôpital. Ses cheveux blonds étaient soigneusement peignés, et quelqu'un lui avait donné un ours en peluche. Cette image réveilla en Maggie des souvenirs d'une autre chambre d'hôpital, il y a de nombreuses années, lorsque sa fille Sarah se remettait difficilement d'un accouchement. « Tu es restée, » dit Émilie. Sa voix était un peu plus assurée qu'auparavant. Maggie s'assit sur une chaise à côté d'elle. « Bien sûr que je suis restée. Je l'ai promis, n'est-ce pas ?» Émilie la regardait intensément. Trop sérieusement pour une enfant de son âge. La plupart des adultes ne tiennent pas leurs promesses quand cela devient difficile. Mais je ne fais pas partie de la majorité, répondit Maggie, son cœur se serrant à l'idée que l'enfant disait cela avec tant de résignation. Émilie, peux-tu me dire où tu vis ? Nous devons retrouver ta maman. La fillette serra plus fort son ours. Une maison jaune avec des fleurs sur la boîte aux lettres. Maman les a peintes elle-même, quand c'était un bon jour. Tu sais le nom de la rue ? Émilie secoua la tête. Il y a un grand arbre à côté qui, la nuit, ressemble à un monstre. Et il y a un magasin où Monsieur Wilson permet de payer plus tard, quand les médicaments de maman sont trop chers. Une infirmière passa et s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Vous parlez de la rue Hulot ? À l'angle se trouve un vieux chêne que les enfants considèrent comme enchanté, et le magasin de Wilson, le seul où l'on peut encore obtenir des biens à crédit. Maggie se retourna. C'était l'infirmière et la chaîne. Elle entra dans la chambre. J'ai grandi dans ce quartier avant de déménager de l'autre côté de la ville. Oui, c'est difficile de vivre là-bas maintenant, mais il y a encore de bonnes personnes. La maison jaune avec des fleurs sur la boîte aux lettres. Êtes-vous sûr ? Les yeux de l'infirmière s'élargirent de reconnaissance. C'est la maison de la famille Mitchell. Catherine Mitchell et sa fille. Je les ai vus plusieurs fois au magasin. La tête d'Émilie se redressa brusquement. Vous connaissez ma maman ? Je l'ai rencontrée, répondit doucement l'infirmière. Elle essayait toujours de t'acheter des fruits, même quand on voyait qu'elle n'avait presque pas d'argent. Dans l'esprit de Maggie, tout se mit en place. Émilie, ton nom de famille est Mitchell. La fillette hocha la tête. Je dois retrouver Catherine, dit Maggie à l'infirmière chaîne. Émilie a dit qu'aujourd'hui était un jour nuageux. Les femmes échangèrent un regard de compréhension. La voix de l'infirmière devint plus basse. Il y a des rumeurs sur la santé de Catherine. Aucun moyen de le confirmer, mais il y a suffisamment de raisons de s'inquiéter.
Pour une femme qui élève seule un enfant, conclut Maggie. La voix délicate d'Emily interrompit leur conversation. Maman fait de son mieux. Elle me laisse des notes quand elle ne peut pas se lever du lit. Elle m'enseigne quand elle a de bons jours. Ses lèvres tremblèrent. Ce n'est pas sa faute si les médicaments sont encore manquants. Maggie prit doucement la main de la fillette. Personne ne blâme ta maman, ma chérie. Nous voulons juste vous aider toutes les deux. Lorsque l'infirmière Chen sortit pour vérifier d'autres patients, Maggie sortit son téléphone et appela le poste. C'est Jenkins. Nous avons des nouvelles de notre petite invitée. Elle s'appelle Emily Mitchell. Elle vit dans une maison jaune sur la rue Hulot. Nous devons vérifier si sa mère est à la maison. Nous nous en occupons, sergent. Maggie raccrocha et vit qu'Emily l'observait attentivement. Vous allez me prendre de chez maman? La question résonna avec une telle soumission que le cœur de Maggie se serra. Non, ma chérie, répondit-elle honnêtement. Je veux vous aider toutes les deux. Des larmes montèrent aux yeux d'Emily. Papa disait que les gens allaient me prendre s'ils savaient pour les nuages de maman. C'est pourquoi nous ne pouvions pas aller chez le médecin quand mon ventre a commencé à faire mal. Les instincts de Maggie se tendirent. Emily, est-ce que ton papa vit avec vous? La fillette secoua la tête. Pas un vrai papa, un ami de maman. Il se fâche quand je l'appelle Richard. Avant que Maggie ne puisse poser sa prochaine question, son téléphone sonna. La voix de Jenkins était tendue. Sergent, nous avons trouvé la maison de la famille Mitchell. Catherine n'est pas là, mais vous devez voir ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Maggie regarda Emily, qui s'était enfin endormie, serrant son ours contre elle. Son petit visage semblait trop fatigué pour son âge. Quoi qu'il arrive avec cette famille, une chose était claire. Cette petite fille portait un fardeau trop lourd. Je serai là dans 20 minutes, dit Maggie. Elle se leva pour prendre sa veste. Sa retraite pouvait attendre. La rue Hulot se trouvait dans la partie de Montmartre que les brochures touristiques préféraient ne pas mentionner. Autrefois, c'était un quartier ouvrier prospère avec des maisons bien entretenues et des jardins soignés, mais le déclin économique l'avait progressivement transformé en un endroit où la peinture écaillée et les perrons inclinés étaient devenus la norme. La voiture de police de Maggie s'arrêta devant une petite maison jaune au bout de la rue. Malgré son apparence usée, il était évident que quelqu'un avait tenté de préserver sa dignité. Un chemin fissuré menait au perron, où une rangée joyeuse de girouettes en plastique tournait au gré du vent. Et, comme Emily l'avait décrit, la boîte aux lettres était ornée de fleurs peintes à la main, bien que maladroitement exécutées. Sur le perron l'attendait l'officier Jenkins. Les voisins n'ont pas vu Catherine depuis hier, dit-il. J'ai fait une vérification de bien-être à travers les fenêtres avant d'obtenir un motif d'inquiétude. Jenkins, visiblement soucieux, poussa Maggie. Vous feriez mieux de voir par vous-même. La porte d'entrée s'ouvrit, et au lieu du chaos qu'elle craignait, Maggie fut accueillie par un intérieur qui témoignait d'un effort douloureux et désespéré pour garder le contrôle. Le salon était presque vide, un canapé usé, une petite table et une étagère remplie de livres d'enfants, classés par couleur. Sur le mur, un dessin d'enfant était encadré, portant la mention soignée, premier jour d'Emily à l'école. La cuisine est ici, indiqua Jenkins. Et c'est la cuisine qui raconta une histoire bien plus claire. Sur la porte du réfrigérateur, des notes autocollantes étaient fixées en rangées bien ordonnées. Lundi. Déjeuner d'Emily. Sandwich au beurre de cacahuète. Plus de confiture. Appelez le docteur Wilson au sujet du plan de paiement. Bonjour. Préparez le dîner préféré d'Emily. Jour nuageux. Emily sait où se trouve la nourriture en cas d'urgence. Dans un réfrigérateur presque vide se trouvait un contenant en plastique avec une portion de macaroni au fromage. Une note était attachée, pour mon petit soleil.
Mange tout. Sur la table de la cuisine, des factures étaient soigneusement empilées. Chacune était accompagnée d'une note manuscrite, à payer en priorité. Payer si possible. S'excuser, expliquer le mois prochain. Au sommet de la pile de factures à payer en priorité se trouvait un reçu pour les médicaments d'Emily, souligné plusieurs fois. À côté se trouvait un carnet de budget avec des calculs méticuleux qui ne concordaient jamais. Les colonnes de revenus étaient constamment plus courtes que celles des dépenses, et les articles de dépenses étaient rayés un à un. Coiffeur était remplacé par coupe de cheveux à domicile. Nouvelles chaussures pour Emily étaient corrigées en réparer les chaussures d'Emily. Et enfin, le plus douloureux, mes médicaments, avec un point d'interrogation à côté. Vous avez dit que Catherine avait des problèmes psychologiques, demanda doucement Jenkins. Maggie hocha la tête, sentant sa gorge se serrer. D'après les mots d'Emily, il était évident que... Jenkins conduisit Maggie dans la chambre où un calendrier coloré était accroché au mur. Les points verts indiquaient les bons jours, les jaunes les jours tolérables, et les bleus, les jours nuageux. Le mois en cours affichait une image inquiétante, de plus en plus de points bleus, et les 3 derniers jours étaient encerclés en rouge avec la mention « urgent ». Sur le miroir, un dessin d'enfant montrait 2 personnages, un grand et un petit, tenant la main d'un policier, avec des lettres maladroites en dessous, la gentille tante policière du parc. Emily parlait de la policière aux yeux doux, murmura Maggie. Elle se demanda si cette femme avait pu la voir auparavant. Dans la chambre principale, les signes de la lutte de Catherine étaient encore plus évidents. Sur la table de nuit, un journal révélait une écriture oscillant entre la régularité et le tremblement. Aujourd'hui était un bon jour. Emily riait au petit déjeuner. Elle a aimé les crêpes avec des visages. J'ai vérifié ses devoirs. Je suis fière d'elle. Elle mérite mieux. Une entrée tardive disait, les nuages approchent. Je les sens. J'ai laissé de la nourriture à portée d'Emily. J'ai pris une dose supplémentaire de médicaments. Richard a promis de passer demain. Et la dernière note, datant de 3 jours, était plus sombre, les médicaments ne sont toujours pas là. Richard dit que l'assurance a refusé de renouveler l'ordonnance. Je ne lui fais plus confiance. La douleur d'Emily s'intensifie. Je ne peux pas penser clairement pour l'aider. J'ai tellement peur qu'il l'emmène si on me voit dans cet état. Il faut que je trouve de l'aide avant que les nuages ne m'engloutissent complètement. Dans la chambre d'Emily, un tout autre tableau se dessinait. Malgré des moyens limités, Catherine avait créé un véritable coin de douceur pour sa fille. Des meubles d'occasion peints dans des couleurs vives, une petite étagère remplie de livres, et une rangée de peluches assises sur un lit soigneusement fait. Sur le bureau d'Emily, un devoir était posé, mon héros. Un dessin au crayon représentait une femme aux cheveux blonds, avec la légende, ma maman est mon héroïne, parce qu'elle lutte contre les nuages pour moi. Même quand elle est fatiguée, elle veille à ce que j'ai à manger. Elle m'enseigne les bons jours pour que je m'en souvienne dans les jours sombres. Elle dit que nous sommes une équipe pour toujours. Les yeux de Maggie s'humidifièrent alors qu'elle photographiait tout cela, non pas comme preuve de négligence, mais comme témoignage du combat désespéré d'une mère qui, malgré tout, s'efforçait de donner à sa fille tout ce qu'elle pouvait. Le sergent appela Jenkins depuis la cuisine. Vous devriez voir ça. Sur une petite table dans un coin, une bouteille vide de médicaments était posée, accompagnée d'une note écrite d'une main tremblante, Emily, si les nuages deviennent trop forts, trouve la policière aux yeux doux. Elle a aidé ce garçon dans le parc. Dis-lui que maman s'est perdue, mais qu'elle essaie de rentrer à la maison. Je t'aime, mon petit soleil. Le téléphone de Maggie sonna, rompant le lourd silence. C'était l'infirmière Chen, le sergent Doyle. Emily s'est réveillée et te demande. Et encore une chose. Nous venons de recevoir un appel de la gare routière.
Une femme désorientée correspondant à la description de Catherine Mitchell a été retrouvée. Elle cherche sa fille. Maggie jeta un dernier regard autour de la petite maison, où, malgré tout, la chaleur et la force de volonté étaient palpables. Dites à Emily que j'arrive, et envoyez quelqu'un chercher Catherine immédiatement. En se dirigeant vers la porte, elle s'arrêta devant une photo de famille accrochée au mur. Sur le cliché, Catherine et Emily souriaient dans un parc, Catherine tenant tendrement sa fille par les épaules. Un instant de pur bonheur, si contrasté avec les épreuves du jour. Avec une nouvelle détermination, Maggie sortit vers la voiture de patrouille. Sa retraite devrait attendre. Cette famille avait besoin d'elle, et elle ne comptait pas les abandonner. La lumière vive des lampes fluorescentes dans la salle de conférence de l'hôpital était éblouissante, projetant des ombres nettes sur les visages rassemblés autour de la table. Le docteur Patel étala des dossiers devant elle. L'infirmière Chen était restée après son service, et une assistante sociale fatiguée nommée Diane Matthews était enfin arrivée, bien qu'elle jetât des coups d'œil inquiets à la pile de dossiers qu'elle avait apportés. Catherine Mitchell, 32 ans, commença le docteur Patel. Sa voix était sèche, mais empreinte de bienveillance. Elle a été hospitalisée pour un épisode psychotique aigu dans un état grave, déshydratée et épuisée. Son dossier médical indique une schizophrénie non traitée avec des périodes de stabilité relative sous traitement. Maggie se pencha en avant, attentive. Son état actuel se stabilise, à condition d'un traitement approprié et de repos. Elle demande constamment Emily, mais nous l'avons calmée avec des médicaments. Elle a besoin d'au moins 24 heures avant que des visites soient autorisées. L'assistante sociale feuilleta ses notes. Nous avons 2 rapports antérieurs concernant cette famille. Les 2 provenaient de l'école d'Emily. Elle ajusta ses lunettes. Le premier date d'il y a 8 mois, lorsqu'Emily est venue à l'école sans petit déjeuner pendant 3 jours consécutifs. Le second, après qu'un enseignant ait remarqué qu'elle semblait trop fatiguée et qu'elle cachait de la nourriture de la cantine. Et que sont devenus ces rapports, demanda Maggie, bien qu'elle connaissait déjà la réponse. Diane soupira lourdement. L'enquête préliminaire a été jugée de faible priorité en raison de la surcharge. Les notes indiquent que la mère s'en sort. L'enfant ne présente aucun signe de maltraitance physique. La situation est sous contrôle. Aucun suivi n'a été effectué. Donc, le système savait que la famille était en détresse, dit Maggie, luttant pour contenir sa colère. Et n'a rien fait? Pas tout à fait rien, rétorqua Diane, un brin offensé. Nous avons actuellement 23 enlèvements d'enfants d'urgence et seulement 5 agents. Catherine Mitchell ne battait pas sa fille. La maison était suffisamment propre. Emily allait régulièrement à l'école. D'après nos critères, elle n'était pas en danger immédiat. L'infirmière Chen secoua la tête. Les chiffres ne reflètent pas une mère qui coule lentement, ni un enfant vivant dans une douleur constante, simplement parce qu'ils ont peur de demander de l'aide. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Et maintenant, demanda enfin Maggie. Diane redressa ses papiers selon le protocole standard. Enlèvement temporaire d'Emily. Pendant que nous évaluons la capacité de Catherine à être mère. En tenant compte de son épisode psychique et de la négligence médicale, interrompit brusquement Maggie. Cette femme fait tout ce qu'elle peut pour sa fille. Elle lutte contre sa propre maladie sans aucun soutien. Vous avez vu son carnet de budget. Elle renonce à ses médicaments pour payer les soins d'Emily. Le protocole ne fait pas la distinction entre négligence intentionnelle et non intentionnelle, répondit Diane. Mais son visage se radoucit légèrement. Le fait est qu'Emily a une maladie non traitée. Et la mère n'est pas en mesure de s'occuper d'elle en ce moment. Le docteur Patel toussa. J'ai examiné Emily en détail. Son état, bien que douloureux, ne représente pas une menace immédiate pour sa vie. Si elle commence un traitement maintenant,
elle peut se rétablir complètement. Et le pronostic pour Catherine est assez favorable, si elle reçoit un traitement stable, ce qui n'a clairement pas été le cas. Exactement, ajouta Maggie. Diane jeta un coup d'œil à l'horloge. Je dois trouver un endroit pour Émilie aujourd'hui. Les familles d'accueil d'urgence sont débordées, donc elle ira probablement dans un centre pour enfants en attendant. Les mots échappèrent à Maggie plus fort qu'elle ne l'avait voulu. Les trois femmes la regardèrent avec surprise. Sergent Doyle, je comprends votre inquiétude, mais Émilie ne peut pas aller dans un centre pour enfants, dit prudemment Diane. Maggie se redressa. Je vais la prendre chez moi. Diane cligna des yeux, surprise. C'est extrêmement inhabituel. Il y a des papiers, des vérifications. Je suis sergent de police avec 30 ans de service et une réputation impeccable. Faites toutes les vérifications nécessaires. Émilie me fait confiance. La séparer de son seul proche serait lui infliger une douleur supplémentaire. Avant que Diane ait pu protester, le téléphone de Maggie sonna. Sur l'écran, le nom de Sarah, sa fille. Un appel inhabituel à 7 heures. Désolée, dit Maggie en sortant. Je dois répondre. Dans le couloir, elle décrocha. Sarah, tout va bien? C'est moi qui devrais te le demander. L'inquiétude était palpable dans la voix de sa fille. Jenkins a appelé et a dit que tu avais raté la réunion pour organiser ton dîner d'adieu. Il a dit que tu étais à l'hôpital pour une affaire. Maman, tu dois déjà te retirer, pas te lancer dans de nouvelles enquêtes 3 jours avant ta retraite. Maggie jeta un coup d'œil à la salle de conférence, où les autres continuaient à discuter du sort d'Émilie. C'est compliqué, Sarah. Il s'agit d'une petite fille. Elle résuma brièvement la situation. Un silence s'installa au bout du fil. Finalement, Sarah parla doucement. Maman, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vécu après la naissance de Jem. Le souvenir frappa Maggie comme un coup. Sarah, plongée dans une grave dépression postpartum, incapable de prendre soin d'elle-même et de son nouveau-né. L'horreur de ce jour où elle avait trouvé sa fille presque inanimée, tandis que le bébé Jem pleurait dans son berceau. Les interminables disputes avec des médecins qui ne prenaient pas la situation au sérieux. Un système qui avait proposé trop peu et trop tard. Peut-être que ça y ressemble vraiment, admit Maggie. Mais je ne peux pas les abandonner, Sarah. Je sais que c'est ta nature, répondit sa fille après une pause. C'est pourquoi je ne suis pas surprise que tu repousses ta retraite. Tu n'as pas encore fini d'aider les gens, n'est-ce pas? Maggie s'appuya contre le mur, soudainement consciente de ses 63 ans. Je pensais être prête, mais c'est une famille. Ils ont besoin de quelqu'un qui se batte pour eux. Tout comme tu t'es battue pour moi et j'aime. La voix de Sarah se réchauffa à l'évocation des souvenirs. Je ne t'ai jamais vraiment remercié pour avoir vu le problème quand je ne pouvais pas l'admettre, pour m'avoir aidé à obtenir de l'aide au lieu de jugement. Une infirmière passa avec un dossier à la main et fit un signe poli à Maggie. Écoute, maman, continua Sarah. Si tu comptes faire ça, tu auras besoin de soutien. Cette petite fille ne peut pas rester seule chez toi pendant que tu travailles. Je sais. Je n'ai pas encore trouvé comment organiser ça. Eh bien, c'est bien que tu aies moi. Je viendrai demain. Nous allons nous en sortir ensemble, pendant que sa maman se remet. Une vague de soulagement envahit Maggie. Sarah, tu n'es pas obligée. La famille aide la famille. Maman, tu m'as appris ça. De plus, Jem est déjà à l'université, et mon travail de consultation en ligne me permet d'être flexible. Après avoir raccroché, Maggie retourna dans la salle de conférence avec une nouvelle détermination. Diane rassemblait des papiers, fatiguée mais un peu moins rigide. J'ai parlé à la direction, dit-elle, anticipant les mots de Maggie.
Compte tenu des circonstances, nous sommes prêts à envisager une garde temporaire d'urgence si vous êtes vraiment sûr de votre décision. Sûr, sans hésitation, répondit Maggie. Et ma fille aidera à s'occuper de la petite pendant que je travaille. Diane hocha la tête et tendit une pile de formulaires. Remplissez-les aujourd'hui. Demain, je dois inspecter votre maison, et si tout est en ordre, Émilie pourra vous être confiée. Maggie prit un stylo. Ses pensées revinrent un instant au document de sa retraite, toujours non signé sur son bureau au poste de police. Mais maintenant, il était clair qu'il y avait des choses plus importantes que ses projets. Au bout du couloir, Émilie dormait paisiblement pour la première fois depuis des mois, sans savoir que son courageux désir de trouver la policière aux yeux doux avait déjà changé sa vie, ainsi que celle de tous ceux qu'elle avait rencontrés. Les premiers rayons du soleil matinal perçaient les fenêtres de la cuisine de Maggie. Elle déposa un bol de céréales devant Émilie. La petite était assise sur un coussin pour atteindre la table, mangeant soigneusement à petites cuillerées, balançant légèrement ses jambes. « Ça te plaît ?» demanda Maggie, remarquant sa lenteur prudente. Émilie hocha sérieusement la tête. « Je vais en garder un peu pour plus tard, au cas où j'aurai faim. » Le cœur de Maggie se serra. « Émilie, ma chérie, ici tu n'as pas besoin de garder de la nourriture pour plus tard. Il y en aura toujours assez. » Avant qu'Émilie ne puisse répondre, la sonnette retentit à la porte. Sur le seuil se tenait Sarah, avec un sourire doux, si semblable à celui de son père que cela frappait encore Maggie. « Voici ma maman têtue, » dit Sarah en l'enlaçant, puis elle s'accroupit devant Émilie. « Et toi, tu dois être Émilie. »« Je suis Sarah, la fille de Maggie. » La petite la regarda attentivement. « Et toi, tu es aussi policière ? » ?»« Non, j'aide les gens à parler de leurs sentiments, un peu comme un docteur pour les émotions. » Les yeux d'Émilie s'illuminèrent de compréhension. « Pour les jours nuageux. » Maggie jeta un coup d'œil à Émilie, qui était assise sur le coussin, les jambes balançant doucement. La petite fille avait l'air préoccupée, mais un sourire se dessina sur son visage lorsqu'elle aperçut le bol de céréales que sa mère lui avait préparé. « Ça te plaît ? » demanda Maggie, observant la lenteur avec laquelle Émilie prenait chaque cuillerée. « Je vais en garder un peu pour plus tard, au cas où j'aurai faim, » répondit Émilie avec sérieux. Maggie sentit son cœur se serrer. « Émilie, ma chérie, ici tu n'as pas besoin de garder de la nourriture pour plus tard. Il y en aura toujours assez. » Avant qu'Émilie ne puisse répondre, la sonnette retentit à la porte. Sur le seuil se tenait Éléonore, la voisine âgée de la rue des Saules, serrant contre elle un ours en peluche usé. « J'espère que je ne dérange pas, » dit Éléonore en entrant. Émilie, qui avait laissé de côté son bol, se leva et tendit les bras vers l'ours. « Monsieur Bain. Je pensais que tu étais perdu pour toujours. » « Il se cachait sous ton lit, » expliqua Éléonore avec un sourire. « Ta maman m'a montré où chercher. »« Vous avez vu ma maman ?» demanda Émilie, serrant l'ours contre elle. Éléonore hocha la tête. « Elle m'a demandé de te dire qu'elle fait tout son possible pour rentrer à la maison. » Les adultes échangèrent un regard complice, un accord silencieux se formant entre elles. 3 générations de femmes unies par un même but, protéger l'enfant piégé dans un système défaillant. « Mademoiselle Wilson, » murmura Maggie, « nous aurons besoin de votre aide. » Le commissariat d'Oakfield était en pleine effervescence lorsque Maggie entra, tenant une épaisse chemise sous son bras. Le chef Morrison leva un sourcil en la voyant. « Je pensais que tu étais déjà en train de préparer ta retraite, Doyle. Tu te souviens, tu pars vendredi. » Maggie déposa la chemise sur son bureau. « Je dois mettre ça de côté, Bill. Juste pour un moment. » Le chef se pencha en arrière, scrutant son visage. « C'est à propos de l'affaire Mitchell. Jenkins m'a dit que tu avais pris la garde temporaire d'un enfant. Il fallait que quelqu'un intervienne.
Le système voulait l'envoyer dans un centre d'accueil pendant que sa mère se faisait soigner. Morrison ouvrit la chemise et parcourut les documents, l'historique médical succinct de Catherine Mitchell, les dossiers scolaires d'Emily et une découverte inquiétante. Richard Mercer, le petit ami de Catherine, a un passé chargé de plaintes dans les comtés voisins, nota Maggie. Principalement de femmes vulnérables, mais toutes ont ensuite retiré leurs plaintes. Tu penses qu'il est lié au problème de traitement de Catherine, demanda Morrison. Avant que Maggie ne puisse répondre, l'officier Jenkins apparut à la porte. Désolé de vous interrompre, mais un homme insiste pour vous voir, sergent. Il dit s'appeler Richard Mercer. Dans la salle d'interrogatoire, un homme attendait. Des montres de luxe brillaient à son poignet, contrastant avec ses vêtements décontractés. Son sourire semblait forcé, comme s'il avait répété son rôle. « Merci de m'accueillir », dit-il en se levant pour saluer Maggie. « Je suis très inquiet pour Cathy et petite Emily. »« Sergent Doyle », corrigea-t-elle froidement. « Et quel est votre lien avec la famille Mitchell ? » ?»« Je suis presque de la famille. J'aide Cathy à gérer son état depuis près d'1 an. » Sa voix s'adoucit, empreinte de fausse compassion. Quelle tristesse qu'elle ait eu un revers. J'étais en voyage d'affaires, sinon cela aurait pu être évité, y compris la maladie non traitée d'Emily. Maggie l'observa attentivement. Catherine prend-elle ses médicaments ? Les enfants comprennent souvent mal les situations des adultes, sergent, répondit Richard, son sourire s'effaçant un instant. Maggie savait qu'il cachait quelque chose derrière sa façade. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que son désir de se montrer utile avait révélé exactement ce dont elle avait besoin. Les instincts d'Emily avaient raison. La véritable menace ne venait pas de la maladie de sa mère, mais d'un prédateur qui exploitait sa faiblesse. Après le départ de Richard, Maggie retourna dans le bureau du chef Morrison, déterminée. « J'ai besoin de plus de temps. » Le chef acquiesça, un regard de compréhension dans les yeux. « Il semble que tes papiers de retraite se soient perdus dans le système. Leur traitement pourrait prendre encore 1 mois. » Pour la première fois depuis des jours, un sourire illumina le visage de Maggie. Parfois, même un système qui avait échoué pouvait se plier pour une bonne cause. Le couloir de l'hôpital semblait interminable alors que Maggie marchait aux côtés du docteur Patel. 4 jours s'étaient écoulés depuis qu'Emily était arrivée au poste de police. Aujourd'hui, elle allait enfin revoir sa mère après leur séparation. Catherine réagit bien au traitement, expliqua le docteur Patel d'une voix douce. Mais je dois vous préparer. Elle est encore très fragile. La culpabilité qu'elle ressent pour Emily la ronge. Ils s'arrêtèrent devant la porte de la chambre, où une femme aux cheveux blonds, semblable à ceux d'Emily, était assise près de la fenêtre. Elle avait l'air épuisée, mais ses yeux brillaient d'une clarté inattendue. « Mademoiselle Mitchell », dit doucement le docteur Patel, « voici le sergent Doyle. » Catherine, nerveuse, jouait avec le tissu de sa robe. « C'est vous qui vous occupez d'Emily ? » « Oui », répondit Maggie en s'asseyant en face d'elle. « Emily va bien. Elle vit temporairement chez moi pendant que vous vous rétablissez. » Des larmes montèrent aux yeux de Catherine. « Merci de l'avoir trouvée, de l'avoir aidée quand je n'ai pas pu. Les médecins disent qu'elle a besoin d'une opération pour une hernie. » « C'est une procédure mineure », rassura Maggie. « Elle est déjà programmée pour la semaine prochaine. » Catherine baissa les yeux, la voix tremblante. « Je savais que quelque chose n'allait pas, mais chaque fois que j'essayais d'agir, Richard intervenait. » Maggie l'observa attentivement. « Vous savez au sujet de Richard ? » Emily a mentionné son nom. « Il est venu au poste, s'inquiétant pour vous deux. » Catherine blêmit. « Il ne doit pas être près d'Emily. S'il vous plaît. » Au début, il semblait s'y attentionner, m'aidant avec mes médicaments, payant les factures quand je ne pouvais pas travailler. Mais ensuite, des choses ont commencé à disparaître, médicaments, argent, nourriture.
Sa voix devint un murmure. Dans les jours difficiles, je ne me souvenais de rien, et il disait que c'était moi qui faisais tout ça. Je vous crois, affirma Maggie avec douceur. Nous rassemblons des preuves contre lui. Les épaules de Catherine s'affaissèrent sous le poids du soulagement. J'avais si peur que personne ne me croie. C'est pourquoi je n'ai pas pu demander de l'aide. Il disait que si je reconnaissais mes problèmes, on me retirerait Émilie. Le docteur Patel, qui avait écouté en silence, intervint. Catherine tient un journal dans le cadre de sa thérapie. Avec votre permission, je pense qu'il serait bon que vous y jetiez un œil. Elle tendit à Maggie un carnet, ouvrant une page intitulée « Ce que je veux qu'Émilie sache ». Je suis désolée de ne pas avoir pu te protéger mieux. Je suis désolée que les nuages m'aient parfois fait disparaître. Je suis désolée que nous manquions de nourriture, de chaleur et de médicaments. Mais je ne regretterai jamais d'avoir combattu chaque jour pour que tu sois à mes côtés. Je ne regrette pas de t'avoir appris à être courageuse. Et je ne regretterai jamais de t'aimer plus que tout au monde. La gorge de Maggie se serra. Elle rendit le carnet à Catherine. Émilie sait. Elle m'a dit que tu es sa héroïne parce que tu combats les nuages pour elle. Catherine porta la main à sa bouche, des larmes coulant sur ses joues. Puis-je la voir? C'est pourquoi je suis ici. Elle vous attend derrière la porte, sourit Maggie. Quand Émilie entra dans la chambre quelques minutes plus tard, elle s'arrêta, observant le pyjama de sa mère et l'environnement étrange. Puis, avec un cri qui exprimait toute l'angoisse des jours passés, elle se précipita dans les bras de Catherine. « Maman, les nuages sont partis. » Catherine serra sa fille contre elle, couvant ses cheveux de baisers. « Oui, mon trésor. Les médecins m'aident à les tenir éloignés. » Maggie se tenait à la porte, un mélange d'émotions l'envahissant. C'était un moment magnifique, mais elle savait que le chemin serait long. Le système qui avait tant de fois échoué des familles comme celle des Mitchell restait un obstacle. Richard représentait toujours une menace, et les problèmes de pauvreté, de manque de soins psychiatriques et d'isolement social ne pouvaient être résolus par une seule policière. Mais en voyant Émilie, pour la première fois véritablement heureuse depuis leur rencontre, Maggie savait que cela valait la peine de se battre, même si cela signifiait retarder sa retraite. Le docteur Patel s'approcha d'elle. « Vous savez, » murmura-t-elle, « au cours de toutes ces années, j'ai trop souvent vu le système séparer à jamais des familles, considérant la maladie de la mère comme un crime plutôt qu'un état médical. » Maggie acquiesça. « Mais pas cette fois. Cette famille restera ensemble. » À l'extérieur, les nuages s'assombrissaient. Mais dans cette petite chambre, un rayon d'espoir perça pour la première fois depuis longtemps. La salle de conférence du département des affaires familiales était froide et impersonnelle. L'éclairage fluorescent et les affiches de motivation désuètes ne faisaient qu'accentuer l'atmosphère pesante. Maggie était assise à côté d'Ansara, toutes deux en tenue professionnelle, sérieuse et concentrée. En face d'elle, Diana Matthews feuilletait des documents, tandis que son supérieur, le directeur Warren, scrutait le dossier de Catherine Mitchell avec un air soucieux. « Nous apprécions votre intervention temporaire, sergent Doyle, » déclara le directeur Warren sans lever les yeux. « Mais notre département est tenu de suivre le protocole. Émilie Mitchell doit être placée dans une famille d'accueil certifiée pendant que sa mère suit son traitement. » Maggie se pencha en avant. Mais mademoiselle Mitchell réagit bien à la thérapie. Le docteur Patel estime qu'elle sera prête à passer à un traitement ambulatoire dans 2 semaines. Et après, demanda le directeur Warren en retirant ses lunettes. Une mère célibataire souffrant de problèmes mentaux sans revenu stable revient dans des conditions précaires avec un enfant qui a déjà subi des dommages médicaux. Cela ne ressemble guère à un scénario favorable. Sarah, d'une voix assurée et professionnelle, prit la parole. Directeur Warren, je suis psychothérapeute agréé et j'ai examiné attentivement le dossier de Catherine. Avec le soutien adéquat et le bon traitement,
il n'y a aucune raison pour qu'elle ne puisse pas être une mère formidable. Le soutien et les médicaments coûtent de l'argent, observa Diana. De l'argent que les Mitchell n'ont tout simplement pas. En fait, rétorqua Maggie en poussant une chemise vers le centre de la table, je travaille déjà avec le docteur Patel pour inclure Catherine dans le programme d'aide en santé mentale du comté. Ses médicaments seront couverts, et pendant qu'elle se stabilise, elle recevra des prestations d'invalidité. Le directeur Warren jeta à peine un coup d'œil aux documents. Cela résout ses problèmes immédiats, mais ne répond pas à la question du bien-être à long terme d'Emily. Le bien-être d'Emily est directement lié à sa mère, insista Sarah. Les recherches sont claires. Les enfants se portent mieux avec leurs parents biologiques, si ceux-ci reçoivent un soutien adéquat, que même dans les meilleures familles d'accueil. Tout cela est vrai, si la mère est réellement capable de gérer, commença à objecter Warren. À ce moment-là, un coup frappé à la porte interrompit la réunion. Eleanor Wilson entra, s'appuyant légèrement sur sa canne, mais la tête haute. Mademoiselle Wilson, s'étonna Maggie. Je vous attendais plus tard. Je sais, ma chère, mais j'ai pensé que le directeur devait entendre cela avant de prendre une décision. Eleanor s'approcha dignement de la table, malgré son âge. Je vis à côté des Mitchell depuis 3 ans. Et pendant tout ce temps, j'ai vu Catherine se battre contre sa maladie chaque jour pour son enfant. Dans ses bons jours, elle était une mère formidable. Elle lisait des histoires à Emily, lui apprenait à planter des fleurs dans notre jardin commun, veillait sur ses devoirs. Le directeur Warren se tortillait sur sa chaise. Et dans ses mauvais jours, poursuivit Eleanor, elle avait la sagesse de créer un système qui protégeait Emily. De la nourriture dans les placards du bas, une liste de voisins à appeler. Abonnez-vous à la chaîne de nombreux